Bien, bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Monteil, qui est professeur des universités et chercheur en sciences du comportement. Jean-Marc Monteil a eu de hautes responsabilités dans le monde de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, président d'université, premier vice-président de la CPU, recteur à 2 reprises, directeur général de l'enseignement supérieur. Donc c'est un des meilleurs connaisseurs du monde de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le Premier ministre lui a confié récemment une mission sur le numérique dans l'éducation nationale. Alors, ce numérique induit de profonds changements dans la société, dans la sphère économique, dans le monde éducatif. On parle même de transition éducative sous l'effet des technologies numériques notamment. Et ce sont des connaissances à acquérir, ce sont les compétences à développer qui sont impactées par ces nouvelles technologies, tout autant que sont impactées les façons d'acquérir ces connaissances et de développer ces compétences. Alors, ces connaissances à acquérir, ces compétences à développer, de quoi parle-t-on? Oui, alors c'est une question absolument essentielle. Pour la première fois dans notre histoire, on est confronté à une possible réalité qui est la suivante. Quand on a une question, on a toujours une réponse. Dans l'univers dans lequel nous sommes, avec la capacité d'accès à l'information, qui ce sont les capacités d'accès à l'information qui se sont développées de manière quasi exponentielle, vous avez une question, vous cliquez, vous avez une réponse. Vous oubliez la réponse, vous recliquez, elle revient. La réponse est-elle pertinente? C'est un autre sujet. Le premier élément de la révolution numérique, c'est l'accroissement informationnel exponentiel. En 2 ans, on a produit plus de données que dans l'histoire de l'humanité. C'est considérable. Et cette information, elle est accessible, entre guillemets, potentiellement à tout le monde. Le problème qui est posé, c'est qu'une information, pour pouvoir être utile aux uns et aux autres, elle a besoin d'être hiérarchisée, contextualisée, donc triée. Et nous sommes aujourd'hui en face de quelque chose d'assez paradoxal, au moment où nous avons une capacité informationnelle considérable. Contrairement à ce que certains pourraient dire, nous n'avons plus besoin du professeur qui n'est plus le réservoir des contenus habituels. Je crois, moi, que nous avons d'autant plus besoin du professeur que l'information est devenue, d'une certaine façon, obèse. Et nous avons besoin de gens qui sont en mesure de hiérarchiser, trier, prioriser et contextualiser l'information. Pourquoi? Tout simplement parce que si on ne fait pas ça, il n'y a plus de différence entre la croyance et les savoirs. Et le jour où il n'y a plus de différence entre la croyance et les savoirs, c'est une aventure qui est tout de même extrêmement dangereuse qui est en train de s'installer. Donc ça change la donne. Donc dans les entreprises en particulier, ça veut dire que les modes d'organisation, les compétences mobilisées seront différents. Oui, oui. Alors le mode d'organisation du travail, au sens le plus générique du terme, le mode d'organisation du travail va évoluer, d'abord parce qu'avec l'univers numérique, on est dans un univers connecté. Aujourd'hui, les experts s'accordent pour dire qu'il y a 5 à 6 milliards d'objets connectés et que dès 2020, il y en aura 50 milliards. Donc dès lors, on va être dans un univers dans lequel, activement ou passivement, nos données vont être recueillies. Et les échanges vont se faire à travers les modalités de plateforme, toutes les modalités réticulaires qu'on peut connaître. Dans l'organisation du travail, on va se trouver dans une situation qui présente des intérêts remarquables et des difficultés également. En 2 mots, la situation pourrait être la suivante. Aujourd'hui, on est dans une sorte de verticalité organisationnelle. Alors, probablement dans l'entreprise un peu moins que dans l'univers administratif, mais il y a une verticalité. Cette verticalité nous conduit globalement, lorsqu'il y a un problème à résoudre, à faire appel au niveau hiérarchique supérieur. Quand le problème est résolu et qu'on a un nouveau problème, on appelle le même niveau hiérarchique supérieur. Autrement dit, le problème devient, la résolution du problème est contingente au niveau hiérarchique. Avec l'univers plus horizontal, où la verticalité va être infléchie, nous sommes dans une situation où on va avoir le problème qui va être contingent, la hiérarchie va être contingente au problème posé. Ça change considérablement les choses. Ça veut dire qu'on va avoir des expertises qui sont des expertises multiples, qu'il va falloir mobiliser pour pouvoir résoudre un problème. Et ça, c'est formidablement intéressant, tout simplement parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel aujourd'hui qui est susceptible d'exister, un potentiel créatif, un potentiel de prise d'initiative, qui n'est pas mobilisé, mais il est là potentiellement.
Et donc, il faut créer les conditions de cette expression. Je pense qu'il y a des effets qui peuvent être délétères, en effet, avec la nouvelle organisation de laquelle on est entré, mais il y a des effets qui peuvent être extrêmement positifs, parce que cette nouvelle organisation peut permettre de faire apparaître un certain nombre de, entre guillemets, de capacités qui existaient, si j'ose dire, en sommeil et qui vont pouvoir s'exprimer. Ça, c'est très important. Ça veut dire l'efficacité du comportement humain peut être considérablement améliorée. Il faut simplement être capable de déterminer les conditions qui permettent ça. Et pour déterminer les conditions qui permettent ça, il faut avoir quelques connaissances sur la façon dont le fonctionnement humain s'exprime, notamment lorsqu'il est en situation d'expression professionnelle. Les conséquences aussi de cette montée en puissance des technologies numériques se font sentir dans le monde de l'enseignement. On acquiert des connaissances, on développe des connaissances selon des modalités qui sont profondément transformées ou qui peuvent être profondément transformées par l'arrivée de ces technologies. Quel regard portez-vous sur cette transition éducative dont on parle sous l'effet puissant des technologies numériques? Oui. Alors, c'est un sujet qui est évidemment extrêmement complexe. Ce qu'on pourrait dire, c'est que aujourd'hui, la technologie numérique, si on peut utiliser ce terme, présente une caractéristique qui est particulièrement intéressante pour faire apparaître justement les compétences dont je parlais tout à l'heure, en tout cas l'efficacité des comportements dont je parlais tout à l'heure. En un mot, c'est simple, le monde de l'école jusqu'alors, il est organisé d'une manière assez unidimensionnelle. Autrement dit, vous avez un professeur, des élèves qui présentent des diversités considérables, qui sont liées à une multitude de facteurs, et donc qui ne sont pas placés dans les mêmes conditions par rapport au traitement qu'ils doivent faire de l'information qui leur est proposée. Ils ne sont pas placés dans les mêmes conditions. Pourquoi ? Parce que la présentation de cette information à apprendre, la présentation des contenus qu'il faut apprendre, est une présentation qui est plutôt codée sur une seule dimension. C'est assez véhiculaire, c'est un niveau de codage. Et il y a ceux qui sont loin de la familiarité de la présentation de ces contenus. Ils ne sont pas familiers de la présentation des contenus. Or, le numérique présente, entre autres vertus, celle de pouvoir pluraliser les contextes de présentation de l'information et des contenus. Et la pluralisation des contextes de l'information et des contenus est extrêmement importante parce qu'elle accroît la probabilité pour tous de pouvoir accéder à cette information pour pouvoir la traiter. Si je décompose un tout petit peu, si vous avez une information qui vous est présentée, si vous êtes parfaitement familier du contenu de cette présentation, vous traitez le contenu de la présentation automatiquement. Et dès lors, vous avez votre capacité d'attention totalement disponible immédiatement pour traiter l'information. Si en revanche, vous n'êtes pas familier du contenu, le contenu constitue un problème qu'il faut résoudre avant d'accéder à l'information qui elle-même est un problème à résoudre. Et donc, à compétences équivalentes intrinsèquement, deux sujets se trouvent dans une situation où l'un a un problème à résoudre et là où l'autre en a deux. Et dans notre système de formation, je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait pas beaucoup de sujets qui aient deux problèmes à résoudre là où les autres n'en ont qu'un et qui pourtant pourraient présenter des compétences intrinsèques équivalentes. Et avec la pluralisation des contextes, vous pouvez régler ce problème. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des contextes qui sont plus familiers à la culture de chacun. C'est un élément extrêmement important parce que la diversité humaine est une réalité. Comment peut-on exploiter cette diversité pour qu'en effet apparaisse tout ce qui peut être, si j'ose dire, sous-jacent à cette diversité? Ce que vous évoquez là concerne particulièrement l'école, enfin le monde de l'enseignement, mais ça concerne aussi les actifs en situation de travail qui eux-mêmes doivent évoluer en compétences et donc questionnent la façon aussi de conduire ce qu'on appelle la formation continue ou la formation tout au long de la vie. Oui. Ça impacte aussi très directement cette activité dans les entreprises. Oui, le problème de la formation tout au long de la vie, c'est un sujet qui devient de plus en plus actuel avec les évolutions rapides de la technologie. Ça a plus de sens. Hier, on a parlé d'éducation permanente, d'ailleurs, il y a déjà de très longues années, des décennies. Mais maintenant, il y a une vraie actualité. Or, je crois que nous n'avons pas saisi fondamentalement l'importance de cette formation continue. Alors pourquoi? D'abord parce que l'évolution technologique, il faut augmenter les compétences techniques. J'ai presque envie de dire que ce n'est pas le plus difficile. On a toujours à peu près fait face à l'évolution des compétences techniques sans grande difficulté.
dans le domaine industriel, on est passé de l'usinage à finalement la fabrication additive. Bon, tout ça va se faire. On est passé hier des machines à commande numérique, commande manuelle, machines à commande numérique, à 2 axes, à 3 axes. On y est arrivé. Avec l'univers réticulaire, avec l'univers numérique, on a un problème d'une autre nature pour la formation continue. C'est de faire apparaître un certain nombre de compétences qui sont en train de devenir nécessaires aux yeux de tous les acteurs professionnels. C'est la prise d'initiative, la capacité à collaborer et à coopérer à la résolution d'un même problème, avec des niveaux de compétences et des niveaux hiérarchiques différents. Or, dans nos univers, à la fois des organisations professionnelles et l'univers éducatif, on n'est pas véritablement dans un univers collaboratif et coopératif, sauf ici ou là, de manière un tout petit peu isolée, mais il n'y a pas de logique dynamique collaborative et coopérative. Et du coup, on est dans une situation où des gens de niveaux différents ont du mal à travailler ensemble. C'est-à-dire que le produit collectif est un produit qui probablement ne correspond pas à la qualité intrinsèque et à la somme de la qualité intrinsèque des différents individus. Ça, c'est un véritable sujet. Et donc, il y a des compétences nouvelles à acquérir qui sont des compétences qu'on appellera, et que tout le monde appelle transversales, etc., qui sont en fait des compétences sociales. C'est-à-dire la capacité à interagir dans une interdépendance où chacun présente un certain nombre de compétences qui sont des contributions nécessaires à la résolution du problème, et y compris avec des niveaux hiérarchiques différents. Et il faut apprendre ça dès l'école, de telle sorte que dans les organisations professionnelles demain, le travail avec des niveaux différents, y compris statutaires différents, puisse se faire de manière efficace. Et ça, c'est un enjeu important de gestion des ressources humaines. Alors vous dites qu'il faut que ça s'apprenne dès l'école. Et donc, et j'en viens dans cette troisième partie de notre entretien à la mission qui vous a été confiée sur le numérique dans l'éducation nationale. Et vous avez engagé un certain nombre de programmes ou de projets, dont le projet Profane. Peut-être en parler un peu? Oui, alors, très rapidement. Dans les projets que nous avons conduits dans le cadre du PIA, avec le commissariat général à l'investissement, il y a eu une première démarche qui a constitué à faire un appel à projets importants pour financer de la recherche sur des outils qui sont des outils numériques susceptibles d'avoir une efficacité pour les apprentissages. Là, il y a un travail où on a financé 22 projets importants pour plus de 20 millions d'euros, pour essayer justement de sortir de l'impressionnisme, qui consiste à dire « ah oui, c'est bien, c'est intéressant, ça marche ». Non, il faut aller regarder effectivement ce qui marche pas, de telle sorte qu'on crée les conditions. Et puis, le projet auquel vous faites allusion, qui est en train d'être conduit maintenant, c'est le projet Profane, qui répond parfaitement aux propos que nous échangions tout à l'heure, à savoir, le constat, c'est qu'on est en train en tout cas, de détruire un certain nombre de tâches par l'automatisation, la robotisation. C'est pas nouveau, ça a déjà existé, il ne faut pas en faire, mais néanmoins, c'est une réalité. Et il y aura de nouvelles tâches à accomplir, dont on ne connaît pas le contenu aujourd'hui, puisqu'il va y avoir une génération de nouveaux emplois, de nouvelles activités, etc. On n'en connaît pas le contenu. On n'en connaît pas le contenu, mais on sait à peu près que comme elle se situe dans un univers qui est maintenant un univers numérique, assez massivement, on sait qu'elles vont réclamer de nouveaux comportements, qui sont collaboratifs, coopératifs, prise d'initiative, créativité, etc. Et donc, sur cette base-là, moi, je me suis donné comme hypothèse de travail, celle qui consiste à dire, peut-on créer des conditions d'enseignement et d'apprentissage qui soient susceptibles de faire apparaître ces compétences nouvelles qui vont devenir des requis pour l'emploi demain, des prérequis pour l'emploi demain. Et donc, nous avons lancé Profane. Profane avec une dizaine de chercheurs, avec 111 établissements de lycées professionnels. Pourquoi un lycée professionnel? D'abord parce que dans le lycée professionnel, il y a une culture qui est une culture de l'éducation par le projet, en relation avec le monde professionnel, et ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un humus préalable, qui permet d'avoir une petite culture, et nous sommes en train d'installer, à l'échelle de plus d'une dizaine de milliers d'élèves, un dispositif d'enseignement et d'apprentissage qui est un dispositif d'enseignement et d'apprentissage collaboratif et interactif dans je le dis en un mot, mais chacun peut comprendre, avec comme principe de base appuyé sur des travaux scientifiques qui ont 25 ou 30 ans, qui ont été notamment initiés aux États-Unis dans les années 90, et on a des arguments qui sont puissants autour de ça,
on met en place un dispositif expérimental au sens du laboratoire sur le terrain qui consiste à faire travailler collectivement les élèves sur les contenus habituels d'enseignement, les faire travailler collectivement dans une relation d'interdépendance positive. C'est-à-dire que chacun dispose d'un élément qui est indispensable à la production collective. Et donc ce travail est fait avec les enseignants sur les contenus, etc., de telle sorte, alors tout ça est calibré, normalisé, un tout petit peu par analogie avec ce que fait Esther Duflo sur la grande pauvreté, c'est-à-dire l'application des sciences expérimentales sur le terrain. Ça, c'est évidemment important. Et sur cette base, je vous le fais très brièvement, mais sur cette base d'interaction nouvelle, les hypothèses qui sont derrière, qui sont informées par la démarche scientifique et les théories qui sont préalables, l'hypothèse qui est derrière, c'est que cette nouvelle activité d'interaction va générer un certain nombre de compétences qui sont de nature collaborative, etc., et qui vont être indispensables pour l'expérience professionnelle de demain. Et cette expérimentation se déroule sur une période de temps définie? Oui, cette expérimentation va durer 3 ans. On suit une cohorte d'élèves pendant 3 ans qui vont être, entre guillemets, soumis à ce dispositif expérimental, mais il faut rassurer tout le monde, ce dispositif expérimental, ce sont des séquences à l'intérieur d'un développement d'enseignement, entre guillemets, plus traditionnel, et en plus sur des contenus qui sont les contenus habituels, évidemment, on n'a pas changé les programmes, rien, on n'a absolument rien changé, sauf une façon d'enseigner et d'apprendre, à certains moments, pendant des séquences qui durent 2 semaines, 2 fois 2 semaines, on fait autrement ce que tout le monde fait ailleurs, voilà. Et donc nous avons là des groupes expérimentaux, des groupes témoins, et nous avons un dispositif expérimental. Ce qui permettra de passer à l'échelle, selon toute vraisemblance. Voilà. Bien, Jean-Marc Monteil, merci. Merci à vous.